Thomas Hill avec votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin l'historienne Virginie Giraud pour une nouvelle série documentaire de Canal+ consacrée à la plus célèbre reine de France, Marie-Antoinette confidentielle. Et il se trouve qu'est sortie aussi hier la saison 2 de la série de Canal+ consacrée à Marie-Antoinette. J'imagine que c'est pas un hasard, l'idée c'est d'accompagner cette série, de la prolonger peut-être ? Exactement, puisque la série va montrer une Marie-Antoinette de manière un peu plus contemporaine, qui ressemble finalement aux filles du 21e siècle. Ouais. Et nous, on refait la vraie Marie-Antoinette, celle qui est au cœur de la véritable histoire. On a été fouiller les archives, on a été dans les lieux où elle a vécu, et vous allez comprendre toute la complexité de ce personnage. Et ça permet d'avoir des compléments historiques pour aller plus loin que la fiction, et on apprend beaucoup de choses, c'est vrai, dans ces 6 épisodes de 26 minutes qui commencent d'abord par l'arrivée de l'Autrichienne Marie-Antoinette à la cour de Versailles à seulement 14 ans. On la marie avec le futur Louis XVI. Et vous dites qu'à la cour, c'était comme une biche au milieu des loups. Oui, c'est un peu ça. Elle a grandi à Schönbrunn, à Vienne, avec une maman qui est une femme très puissante, qui est Marie-Thérèse d'Autriche, mais qui l'élève en mode quasiment Montessori. C'est-à-dire, elle demande à ses précepteurs de lui trouver des jeux, parce que c'est un peu une tête de linotte, mais elle va avoir quand même un grand destin, parce qu'elle va être reine de France. Donc, elle arrive à Versailles. C'est magnifique. Même Schönbrunn, c'est beau, mais Versailles, on est quand même le niveau au-dessus. Ouais. Et là, elle découvre un pays très rigide, avec une cour qui est régie par ce qu'on appelle l'étiquette. C'est les règles de vie en société au sein du palais. Auxquelles elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien, et puis elle n'a pas envie. Elle a 14 ans, c'est une petite fille, elle joue avec les enfants des valets, elle court partout, et il y a Madame de Noailles, Madame l'étiquette, qui est un peu l'équivalent d'une nourrice, mais qui est en fait une grande aristocrate qui est là pour la cadrer, qui lui dit tout le temps, non, ça vous ne pouvez pas, ça vous ne pouvez pas, et puis on vit en permanence sous le regard des autres. Imaginez, vous dormez dans une pièce qui est un lieu de passage, parce que la chambre de la reine est quand même à côté de la galerie des glaces, et vous vivez en permanence sous le regard des autres. Quand vous vous habillez le matin, il y a des nobles dames qui viennent vous passer votre chemise, et s'il y a une princesse qui rentre alors que c'est une duchesse qui allait vous habiller, vous attendez qu'elle se repasse la chemise, et vous êtes toute nue comme ça, enfin toute nue, en petite tenue, en train d'attendre qu'on vous habille devant 20 personnes. C'est l'angoisse absolue pour elle. Et puis Virginie Giraud, surtout son plus gros problème à Marie-Antoinette, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir de relations sexuelles avec son mari, un problème qui va durer 7 ans. C'est pas elle qui n'y arrive pas, c'est lui qui n'y arrive pas. Ils n'y arrivent pas ensemble, en tout cas il y a un truc qui ne se passe pas. Et je reprends votre verbe d'ailleurs qui est très bien choisi, ça va ébranler la monarchie. Moi j'ai dit quelque chose comme ça. C'est dans le commentaire, je vous promets. Alors ça me ressemble tellement. Mais le problème c'est que le roi de France est censé avoir une descendance, et ce que je vous raconte est totalement vrai, puisque on a les lettres du frère de Marie-Antoinette, Joseph, qui est venu en France pour voir pourquoi il n'y arrivait toujours pas au bout de 7 ans. Et Joseph va découvrir que Louis XVI, qui est pas très doué avec les filles, ne sait pas comment s'y prendre. Je ne sais pas ce que je peux dire à cette heure-là à l'antenne. En gros, il a pas compris qu'il fallait donner un peu de mouvement à ses étreintes. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Donc il ne se passe pas grand-chose, et la pauvre reine reste stérile, mais ce n'est pas de sa faute à elle. Et on a tous les échanges de lettres entre le beau-frère de Louis XVI, la belle-mère de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui se mettent tous en collusion pour faire en sorte que Louis XVI enfin arrive à comprendre comment on fait des enfants. Le mode d'emploi. Mais sauf que c'est elle qui va subir les pamphlets terribles. On dit qu'elle a des amants, on dit qu'elle serait lesbienne sans la moindre preuve, jusqu'à ce qu'elle finisse par donner enfin naissance à un premier enfant, un accouchement que vous décrivez comme horrible, qui se passe alors là aussi en toute intimité avec 150 personnes autour. Il y a vraiment 150 personnes qui regardaient ça. Oui, parce que la reine doit accoucher en public pour qu'il n'y ait pas de remplacement de l'enfant. On doit vraiment constater qui est le dauphin ou la dauphine. Alors, c'est en public, certes, dans la chambre de la reine à Versailles, mais il y a des petits paravents qui sont montés autour d'elle. Elle est sur un lit de souffrance à côté de la cheminée, avec une équipe de chirurgiens qui sont en train de l'accoucher. Et comme c'est douloureux, un premier accouchement quand même, et qu'elle tourne un petit peu de l'œil, pour l'aider, on lui fait une saignée. Bah oui. Oui, bien sûr. Donc on lui ouvre le pied, elle saigne, ça va beaucoup mieux, vous imaginez. Oui. Il fait une chaleur de bête, c'est Louis XVI qui rentre dans la chambre, qui ouvre les fenêtres pour qu'elle puisse respirer. Il faut bien comprendre que la vie de Marie-Antoinette est un enfer en réalité. C'est pour ça qu'elle se sauve dans ces petits paradis, au petit Trianon, au hameau. Mais on n'a pas le droit de faire ça quand on est reine.
Et là où elle était moderne, c'est qu'elle voulait s'occuper de ses enfants. Elle en aura 4 au total. Et vous revenez d'ailleurs sur sa modernité. Vous dites même que c'était une influenceuse avant l'heure dans le domaine de la mode notamment. Elle lançait des modes comme celle, j'adore ça, celle du pouf. J'étais sûre que vous alliez nous parler de ça. Cette énorme choucroute en hauteur là. Ça, c'est elle qui a créé ça, qui l'a lancé. Qui peut atteindre 1,50 m. Alors, elle a vu une de ses copines qui portait l'un des premiers poufs. Elle a trouvé ça génial. Et celle qu'il popularise avec son coiffeur Léonard. Et en fait, le pouf, cette coiffure, est une sorte de média de communication, vu que il faut imaginer une coiffure très en hauteur qui peut monter jusqu'à 1,50 m. Comme Marge Simpson, mais... Exactement, voilà, c'est exactement ça. Et dedans, vous pouvez mettre des éléments. Par exemple, quand elle veut promouvoir la variolisation, c'est-à-dire la vaccination contre la variole, elle met des seringues dans son pouf. Et les gens se disent « Ah, mais oui, il faut qu'on se fasse varioliser !» Et voilà, et grâce à ça, même le roi lui-même s'est fait vacciner grâce à ça. D'où son côté influenceuse, elle passait des messages par sa coiffure. À un moment, elle a même un bateau carrément dans sa coiffure. Enfin, c'est grandiose. Pour parler des batailles qu'on livre contre les Anglais, notamment, elle met des bateaux dans ses coiffures. Elle va se rendre compte au bout d'un moment que c'est pas très pratique quand même. Et elle va repasser à des coiffures beaucoup plus légères. Et puis elle va casser les codes parce que en France, on porte un corset que j'ai essayé d'ailleurs dans l'un des épisodes. Un corset haut. Un corset haut très rigide qui vous oblige à vous tenir très droite, ce qui est très joli d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas très agréable. Et elle va casser les codes en inventant ce qu'on appelle la robe en gaule, une robe en coton très légère, quasiment une robe d'intérieur. Elle va poser avec pour Élisabeth Vigée-Lebrun, sa portraitiste, et le tableau va être présenté au Louvre. Et là, scandale, on va dire que la reine pose nue, tellement on n'a pas l'habitude de voir une femme qui est simplement habillée d'une robe en chemise toute simple. Et alors vous parlez d'elle comme d'une fashionista, même si on ne devait pas évidemment utiliser le mot à l'époque, mais on sent que même dans le choix des musiques de cette série, vous avez cherché, Virginie Giraud, à vous éloigner du côté un peu poussiéreux des docs historiques. Alors à le moderniser. Même, vraiment, les musiques, elles sont très modernes, c'est que des musiques d'aujourd'hui que vous utilisez. Ah mais ça, c'est Sébastien Pérez, qui est notre co-producteur, co-réalisateur sur cette série doc, qui a insufflé l'esprit Canal, en fait, avec des choses beaucoup plus modernes, des musiques inattendues. Et il y a plein de clins d'œil au cinéma. Vous qui êtes tous des grands amateurs de cinéma, vous allez voir dans l'épisode 6, qui est le plus rock, finalement, qui a un clin d'œil à Hitchcock. Et je ne vous en dis pas plus. Et vous me direz ce que vous en penserez quand vous l'aurez vu. Et vous nous direz ce que vous pensez de la fin aussi, bien sûr. On va pas vous spoiler. Marie-Antoinette confidentielle, ça commence lundi 24 février sur Canal+, série documentaire écrite et réalisée par Richard Puech et Sébastien Pérez-Pezzani, avec donc l'historienne Virginie Giraud. Restez avec nous, Virginie, pour suivre l'actu des médias dans un